Bon, alors, bonjour tout le monde. Comme promis, on a une suite pour la vidéo de collecte de pierre dans les Laurentides. Alors, pour ceux qui ont déjà vu le vidéo, on avait été dans les Laurentides à la demande d'un collègue qui avait trouvé une source de pierre particulière, qui est du mica. On a donc fait une petite expédition pour aller en chercher. On en a sorti des morceaux intéressants. Pourquoi le mica? Nous on fait de l'archéologie expérimentale, alors c'est une matière première qui était utilisée par les Autochtones pour faire différentes choses. Chose intéressante, là c'est du mica qu'on a ramassé dans le sud du Québec. Ça n'était pas à notre connaissance utilisé dans le sud du Québec. Par contre, il y a une culture plus au sud, aux États-Unis, surnommée la culture Hopewell, qui utilisait le mica. C'est parmi les seuls exemples qu'on a de travail de mica. Et comme c'est une pierre quand même feuilletée, brillante, très très belle, mais pas solide, on ne peut pas en faire un outil, donc c'est un minéral bien particulier, ça servait à faire des ornements, donc des objets ornementés. C'est une pierre très lamellaire qui se découpe, ou plutôt qui se fend en feuilles, assez mince, mince comme du papier, plus mince que du papier dans certains cas. Dans ce cas-ci, c'est un mica qui est plutôt argenté, possiblement de la muscovite. Et donc, ce que les gens de la culture Hopewell faisaient, c'était de découper des motifs là-dedans. Mystère, on ne sait pas exactement à quoi servaient ces effigies. On va les appeler des effigies. Il y en a en forme d'animal, il y en a en forme de pointe de projectile. C'est clairement des décorations, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce que la culture Hopewell? La culture Hopewell, je dis bien culture, c'est pas un peuple, c'est pas une nation, c'est un groupe de gens, ce sont des tribus ou des groupes différents. Ça s'étend du sud de l'Ontario jusqu'à la Floride. C'est quand même vaste. Donc il y a le fleuve Mississippi qui traverse du nord au sud, il y a plusieurs affluents. Il semble-t-il qu'il y a beaucoup de groupes apparentés qui font du commerce ensemble à travers justement les réseaux de rivières. Partagent une certaine culture, partagent des idées, des formes, des motifs, une forme d'art, ils partagent un mode de vie. C'est des gens qui font de l'agriculture, cultivent du maïs, des courges. Ce sont des gens qui sont semi-sédentaires, donc qui se déplacent le long des affluents. On ne parle pas donc de ville ou de grands centres urbains, mais ce sont des gens qui ont des classes d'artisans et possiblement des chefs, donc des gens d'un certain statut social, qui utilisaient des objets de prestige. On sait dans le cas du mica que ce n'était pas juste pour les riches, comme on pourrait dire. On trouve des formes de mica beaucoup plus simples qui étaient utilisées dans un contexte domestique. Donc on peut imaginer, selon certaines hypothèses, des morceaux découpés, attachés aux vêtements. Donc c'est extrêmement brillant, esthétique. Donc ça servait à plusieurs choses, mais on n'est jamais vraiment clair quoi. Là, évidemment, notre expérience, c'est de voir comment ça se fabriquait. On a une idée, bien sûr. On sait que le mica, ça se fend en feuilles. On sait que ça se découpe. Il n'y a pas de ciseaux, hein, il y a 1000 ans de ça. Les outils sont ceux de la préhistoire. Donc, des outils en pierre, des outils en andouillé. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Notre but, c'est de faire quelque chose de beau. Hein. Ce n'est pas une grande expérience scientifique qu'on fait, mais on veut essayer de comprendre comment fonctionne ce matériau-là avec les outils de l'époque et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Ce n'est pas le mica de la plus haute qualité. Celui qui était utilisé dans la culture Hopewell venait de la Caroline du Nord. Tout comme il y a du cuivre qui venait du Nord, des coquillages qui venaient de l'Est. Donc, c'était vraiment un réseau de commerce où il y a des biens de luxe, des matières exotiques qui gravitent toutes vers la région du Mississippi central. Et donc, avec ce que nous, on a pu tirer des Laurentides, on va essayer de reproduire quelques-unes de ces pièces ornementales. Question de voir ce que ça peut donner et surtout comment utiliser les outils préhistoriques avec ce type de matériaux. Alors, c'est pas mal épais, à ce qu'on peut voir. L'idée, d'abord, ça va être de fendre ça en feuilles. Ça peut se casser de mauvaise façon, comme toute pierre. Donc, j'ai quelques outils qu'on présume auraient pu être utilisés. Dans les sites archéologiques, où on retrouve du mica, il n'y a pas beaucoup de traces d'outils. Des outils en pierre, c'est sûr. Donc là, ce serait des éclats de pierre, du Sherton Onondaga dans ce cas-là, qui aurait été accessible à cette époque-là. Le chert, ce que certaines personnes appellent du silex, mais ça n'en est pas, bien sûr. Le silex vient d'Europe. C'est une pierre extrêmement tranchante. Donc, on parle du tranchant d'un exacto. Alors, certainement, c'est ce genre d'outil-là, rudimentaire, un simple éclat, non retouché, qui permettait de couper le matériau. Déjà, ça fait des belles égratignures.
Mais d'abord, il faut le fendre en feuilles. Alors, ça c'est de l'andouiller, panache de serre. C'était utilisé, on le sait, pour fendre le bois. Alors c'est un coin. Alors c'est ce qu'on va tenter d'utiliser pour fendre le mica, qui n'est pas trop dur, mais c'est quand même une roche. Sinon, on a d'autres alternatives, un coin en pierre, si on tombe sur des parties qui sont beaucoup plus robustes. Et tout ça va se faire au maillet, un maillet en bois. Donc là, on va essayer de fendre ça, là où il y a déjà des craques évidentes. On va commencer avec le coin en andouillé. Ça se défait presque tout seul. Il faut juste faire attention de ne pas le fragmenter. Alors, on voit ici là, à quel point c'est mince. C'est vraiment comme... Wow! C'est comme du papier. Là. On ne le veut pas aussi mince que ça pour faire ce qu'on a à faire. Ça serait fragile. Mais on voit que c'est des plaquettes collées ensemble. Donc, ça, c'est trop épais pour aller découper quelque chose. Donc, l'idée, ce serait de refendre ça. À voir comment on peut se débrouiller. Wow, magnifique. Je vais montrer un petit exemple. Là, on est en dessous de l'épaisseur d'une feuille de papier. C'est ultra mince. Là. On pourrait découper quelque chose là-dedans. Ça serait quelque chose de vraiment très petit, mais translucide. Mais là, j'ai déjà refendu ce morceau-là en deux. Et je constate que c'est peut-être encore un peu trop épais. Alors, j'ai ces deux-là. Je peux mettre celui-là de côté, me concentrer sur ça. C'est pas une mauvaise dimension. À noter que les effigies qu'on trouve là, dans la culture Hopewell, dans la région du Mississippi, sont bien plus grandes. On parle d'effigies qui dépassent à peu près 1 pied de large. Donc, c'est des sources de mica exceptionnelles, mais ça, c'est pas mal. Donc, pour l'avoir un petit peu plus mince, on va faire le même processus. Le coin en andouillé a l'air de bien fonctionner. Il faut juste que j'arrive à me glisser entre deux couches. Sans que ça se fragmente. Alors, voilà la difficulté. C'est qu'à un moment donné, ça va peut-être vouloir se briser en morceaux. On va voir de quoi l'autre a l'air. On s'entend que ça, c'est du mica qu'on a ramassé par-ci, par-là, en surface. C'est sûr que les artisans de l'époque se procuraient des matériaux de qualité supérieure dans des carrières qui étaient exploitées précisément pour le troc. Ça, c'est un beau morceau, petit mais beau. Mais là, je pense que tout ce que je peux faire, je ne pourrais pas obtenir des feuilles à l'infini, c'est d'enlever des couches qui vont être sacrifiées de cette façon-là pour amincir la pièce. Un peu comme pour la taille de pierre. Là. Je ne pourrais pas tout avoir. Il va falloir que je sacrifie une partie du matériel. Juste pour avoir l'épaisseur qu'on va être capable de découper. C'est pas un matériau qui est très égal. C'est vraiment des couches superposées. C'est intéressant comme morceau pour faire quelque chose de petit. Si c'était des pièces décoratives pour des vêtements, ce serait des morceaux intéressants.
avoir beaucoup de rebut. D'après ce que je lis des rapports archéologiques, on retrouve dans les sites de cette fameuse culture Hopewell, donc un peu partout, là, surtout dans le centre du Mississippi, là où ces objets étaient fabriqués à partir de l'importation, des morceaux de mica d'une bonne dimension. Donc, la conclusion, c'est que si on trouve des gros morceaux comme ça, qui proviennent de centaines de kilomètres, c'est que les gens travaillaient avec des très grosses pièces. Donc, ça donne un peu le même résultat ici. Il va y avoir des pièces qui sont utilisables, découpables, des plus petites pour des choses ordinaires. On sait que c'était utilisé à l'échelle domestique. Et il va y avoir des grosses pièces pour des effigies plus intéressantes, peut-être pour la vie spirituelle. Et il va y avoir des petites choses comme ça que l'on retrouve dans les sites archéologiques comme rebut. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose, c'était jeté et ça se retrouve archéologiquement. Donc, ces petits morceaux-là, on va juste les mettre de côté. Ils sont beaux, mais ils ne sont pas utilisables pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors, je pense que la stratégie, c'est pas mal d'y aller comme ça. Enlever des petits morceaux jusqu'à ce qu'on atteigne une épaisseur qui va être découpable. Alors, maintenant, on va faire un test de découpe avec les éclats de Chert. Donc, c'est le Chert Onondaga que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est un petit éclat. On trouve ça dans les sites archéologiques. Hein, ça s'appelle du débitage. C'est considéré comme un déchet, mais c'est naturellement tranchant. Donc, je présume que c'est le type d'outil qui était utilisé pour découper ça. On va faire un test sur ce petit morceau-là. Ici, c'est pas une effigie ou une œuvre que je vais faire. Je veux juste voir comment va fonctionner mon éclat de Chert. Ça trace très très bien. C'est pas un minéral qui est très dur au départ. Et le Chert Onondaga, lui, en revanche, est très très dur. Alors, ça se coupe pas du premier coup. Je vais donner quelques passes. Et puis, je vais voir si je peux passer nettement au travers. Alors, on va regarder ça. Oh, pas tout à fait encore. Alors, je vais essayer une autre technique. Ah oui, là, je sens que je suis passé. Alors, j'ai perdu une couche en dessous, ce qui me laisse comprendre que le matériau ne doit pas être trop épais. Mais, on a une belle coupe ici. Voilà. On a une belle coupe nette. Et le matériau continue de se séparer. Il n'est pas très fusionné. Alors, c'est possible qu'en cours de découpe, je perde quelques épaisseurs encore. Ça, c'est un petit morceau, là, il n'est pas très beau, mais on voit là que l'éclat de Chert fonctionne très bien. La seule chose qu'on peut craindre, c'est une fragmentation du matériel. Voilà. Donc voilà, l'outil est efficace. C'est ce qu'on va utiliser. Des petits éclats de Chert pour découper toute la forme. Et là, ben, je vais commencer à travailler sur quelque chose de plus gros. Ça, c'était juste un petit test. On teste toujours ces outils avant de les utiliser. Donc, dans le morceau que j'ai fendu, il y a juste un instant. C'est très épais. Je pense que j'ai 1 mm facilement. Mais je prévois peut-être en perdre des épaisseurs au moment de la découpe. Donc, c'est peut-être pas trop. Donc là, je ne vous dirai pas tout de suite ce que je vais faire. J'ai déjà tracé un petit peu là, avec ma tête et un crayon. Alors, on va juste tracer une première ligne. Ce ne sera pas une effigie complexe, parce que je devine que mon matériau n'est pas idéal. Mais c'est un modèle d'effigie quand même assez intéressant, qu'on retrouve à Hopewell, plusieurs exemplaires. Le matériau est très réfléchissant, alors c'est difficile de voir très bien là où on s'en va. On va y aller par là. Alors ça, c'est juste un traçage pour pouvoir faire le découpage après.
pas très symétrique, mais on va y travailler. Donc, ça a l'air d'une pointe de projectile et c'est précisément ça. Je le rappelle qu'on ne peut pas faire de pointe de projectile avec ce matériau-là, mais semble-t-il que c'est une forme qui était très appréciée. Et on trouve dans la culture Hopwell des effigies en forme de pointe de projectile, un peu plus ornées que ça. La base est un peu plus découpée, mais ça, on va appeler ça une préforme. Donc, c'est juste un traçage dans le fond. Et là, mon but, ça va être de suivre les lignes que j'ai là pour dégager le matériel excédentaire. Alors, la méthode qui semble bien fonctionner, c'est celle-là, que j'ai testée à l'instant. Tout ce que je peux espérer, c'est que le matériel ne va pas tout se fragmenter. Tout ce qui est le contour, c'est pas important. Mais la pointe elle-même, que je veux comme effigie, doit rester intacte. Donc là, on va essayer de terminer ça. J'ai déjà remarqué quelques failles dans le matériau, mais bon, c'est une expérience. On va mettre quelques détails, puisque c'est une pointe de projectile. C'est un type assez particulier qu'on trouve dans cette région où la base est un peu losangique. Donc, je vais tenter de terminer les détails. Ça va être plus délicat cette fois. Même principe. Ça va être de découper. J'ai découpé des lignes droites, ce qui semble être facile, et ensuite essayer d'aller chercher des angles. Certaines effigies ont même des courbes de découper. Ça demanderait un matériau quand même de très grande qualité. Je ne crois pas pouvoir faire des courbes avec celui-là, du moins ce morceau-là. Alors de 1. Voilà, intéressant comme débitage, ces petits morceaux-là. Ça serait peut-être intéressant de comparer ça à ce qu'on trouve dans les sites archéologiques là-bas, mais n'étant pas en Ohio, je vais laisser ça à d'autres. Et là, les encoches de la pointe. Une pointe a des encoches. La forme des encoches détermine souvent la provenance de la pointe. Il y a différents styles de pointe selon les régions. Ici, je vais simplement me contenter d'essayer de garder ma pièce en un morceau. On voit comment c'est un matériau fragile. Ça se défait en feuillet. Alors voilà le produit final. C'est pas la plus belle effigie qu'on pourrait imaginer, mais c'est une expérience, une première pour nous, avec du mica qu'on a récolté cet été dans les Laurentides. C'est quand même intéressant de voir ce qu'on est arrivé à faire. On imaginait que la technique se faisait avec des éclats de cherte. Et on en trouve dans les sites archéologiques en Ohio, là où on trouve justement des déchets de mica. Alors, ça se fait assez bien. Ce qui manque, bien sûr, c'est le savoir-faire. On comprend qu'à cette époque-là, il y avait des classes d'artisans qui se dédiaient à ce travail-là. Il y avait un marché pour ces choses-là. Mais voilà une pointe de projectile dans le style de l'époque. Elle imite un petit peu certaines effigies qu'on a trouvées en pointe de projectile. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose de fonctionnel. C'est quelque chose qui aurait été ornemental, peut-être un pendentif, difficile à dire. Peut-être une simple offrande votive que l'on aurait mis dans une tombe ou pour une cérémonie. Bref, ça, on n'en sait pas grand-chose. Les archéologues n'ont que des hypothèses. Mais la technique, on la comprend bien. Donc, c'est le résultat et c'est la fin aussi de notre petite expérience sur le mica qu'on a commencé il y a quelques semaines dans les Laurentides et qu'on termine ici avec des éclats de cherte. Donc, on va continuer de se pratiquer. On a encore beaucoup de matériel. On va tester d'autres effigies.
Et si vous continuez de nous suivre, particulièrement sur notre page Facebook, vous allez pouvoir voir peut-être d'autres exemples qu'on aura réalisés au fil du temps. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif et à une prochaine fois.